Bonjour à tous, on va commencer la présentation de ce vendredi matin. C'est le docteur Marie de Tournemire qui va faire la présentation ce matin, une des nouvelles cardiologues de l'équipe, qui a fait une année de docteur junior à Henri Mondor et puis qui va nous présenter aujourd'hui les travaux de sa thèse. Je lui laisse la parole. Voilà, donc le sujet de ma thèse, c'était un sujet d'épidémiologie sur le bilan des 10 ans d'activité du Centre de référence des amyloses cardiaques, donc l'acronyme CRAC, entre 2010 et 2020. Donc, on va remettre un tout petit peu de contexte. L'amylose, comme beaucoup d'entre nous le connaissent, c'est une maladie infiltrative donc qui concerne donc une protéine qui va perdre une structure 3D fonctionnelle et donc aboutir à une structure bêta-plissée qui va infiltrer les organes et en faire perdre la fonction. Il y a plusieurs protéines qui sont potentiellement impliquées. Dans les études, on en compte quand même jusqu'à 36 qui ont la capacité de devenir des amyloses. Et 3 principales, comme on la connaît, l'amylose AL avec des chaînes légères, l'amylose ATTR mutée, variant, et ATTR wild type, donc qui est la même protéine mais pour 2 causes différentes. Après, on a plein d'autres protéines et gènes impliqués, AA, fibrinogène, ApoA1, A2, tout ça, mais ça, c'est beaucoup plus anecdotique. On les voit quand même beaucoup moins fréquemment. Le centre de référence, il est créé en 2010, labellisé en 2017. Et donc, il y a 23 filières de soins du plan national des maladies rares et c'en est une de ces 23. Il fait partie donc du maillage du réseau de soins français et on voit qu'il est quand même assez bien serré, ce réseau de soins. Il y en a dans beaucoup de villes et en gros, ce centre-là va servir de centre de référence. Donc, si jamais il y a des dossiers plus compliqués, ça va permettre de revenir et de centraliser un peu tout ce qui va être voilà, prise de décision dans les cas difficiles. En gros, la composition du centre, elle implique qu'il y a plusieurs spécialités différentes qui savent, qui ont voilà, des connaissances dans ce domaine-là, et en plus, non seulement une pluridisciplinarité médicale, mais aussi d'autres spécialités, d'autres métiers, donc plus infirmiers spécialisés, des kinés, des psychologues, et ainsi de suite. Donc ça permet de devenir le centre de référence et donc les rôles multiples, c'est comme je vous les ai expliqués. Donc l'objectif de ma thèse, c'était de décrire la population au cours du temps, en fait, qu'on a étudié au sein du centre de référence et de vous montrer donc les évolutions des caractéristiques épidémiologiques. Dans un deuxième temps, on va décrire les évolutions pronostiques de ces patients. Et après, on va essayer d'en déduire les points améliorés et les axes de travail qui nous reste à faire en fait dans ce domaine après 10 ans de retour. Voilà le plan que je vais suivre, donc méthode, présentation de la cohorte, les différentes amyloses. Donc mon étude, c'est une étude épidémiologique rétrospective. On va prendre de 2008 à 2021 tous les patients qui sont adressés au centre de référence, étiquetés suspicion d'amylose, bilan d'amylose. Ça fait beaucoup de patients, ça fait une base de données initialement à 3200 patients. Et en fait, cette base de données, elle est complétée au fur et à mesure par les médecins, les attachés de recherche clinique, et elle contient toutes les données d'écho, d'IRM, de scanner, et aussi les caractéristiques cliniques du patient. Moi, ce que j'ai fait avec tout ça, c'est que j'ai repris chaque dossier, j'ai complété son statut, est-ce qu'il était vivant, mort ou autre, et la date de dernier suivi, et aussi mis à jour quelques caractéristiques en plus. Donc voilà le flowchart. Il y avait initialement environ 3200 patients. Comme nous, on s'était fixé comme borne 2010 à 2020, j'en ai exclu 171 qui n'étaient pas dans ce range-là. Et on a fini par décrire 5 périodes de temps. Donc la première période un tout petit peu plus longue pour tout simplement pour avoir un petit peu plus de patients, parce qu'au début, on n'avait quand même pas énormément de données, et pour les rendre un peu plus comparables. Après, les autres périodes font systématiquement 2 ans. Voilà les 4 groupes qu'on a fini par dégager de ces des 4, enfin, en gros, des patients qui arrivaient au centre de référence.
on avait 55% d'amylose cardiaque, donc tout type d'amylose, y compris les amyloses rares. Les cardiopathies qu'on a définies comme acquises, un petit peu artificielles, mais en gros, c'est les CMH sans mutation, les CMR sans mutation et CMD sans mutation. Donc, un petit peu discutable, voilà. Et les cardiopathies ischémiques, valvulaires et rythmiques. Donc, tout ce pool-là de cardiopathies qui étaient adressées pour bilan d'amylose et qui finalement n'en étaient pas. Les cardiopathies génétiques, c'était le troisième groupe, 6% environ. Et donc, c'est tous les patients chez qui on avait pu identifier une mutation. Et après, il y avait un autre groupe qui était un petit peu hétérogène avec les absences de diagnostic, les hémopathies, les neuropathies, parce que finalement, les hématologues et les neurologues nous adressaient des patients pour bilan et ce n'était pas forcément une cardiopathie au final. Voilà les caractéristiques épidémiologiques, démographiques de nos 4 groupes. On voit, enfin, je vais surtout parler des amis, voilà, c'est ça qui va nous intéresser. C'est des patients qui sont en général plus âgés, c'est quand même un peu plus des hommes. Et en termes de NYHA, ils étaient en général un petit peu plus symptomatiques, donc plus de classe 3-4 versus les classes 1 et 2. En termes de strain, on voit que le strain était globalement plus bas, à moins 10,5. Ils étaient plus sourds, plus de canal carpien et les biomarqueurs en général un peu plus élevés par rapport aux autres. Donc ça, c'était la carte pour montrer donc, que les patients pouvaient être adressés d'un peu partout dans le territoire français. Bon, bien sûr, surtout proche du centre de référence, mais aussi pas mal de Guadeloupe, Martinique et Guyane, et puis après aussi d'autres régions. Mais bon, de moins en moins à l'heure actuelle, étant donné quand même le réseau de soins bien développé sur le territoire. Donc ça, c'est la figure qui nous montre l'évolution des effectifs des 4 groupes. On se rend compte que ça va quand même être assez explosif au début, et puis en 2018, ça va commencer à se calmer. En fait, on en parlera après, mais en gros, c'est l'arrivée du Covid, avec moins d'inclusion dans le centre de référence, parce que moins de possibilités d'organiser des consultations programmées, et les patients restent chez eux. Donc ça a posé plein de problèmes par la suite. On n'en parle pas sur cette étude. Donc les amyloses cardiaques, voilà là, on va se focaliser sur le premier groupe dont je vous ai parlé. En gros, la composition de notre groupe, c'est 25% d'amylose AL, 10% de TTR muté et 40% de TTR wild type. Après, c'est tout ce qui est amylose rare, les apparentés sans mutation, les porteurs asymptomatiques, le conseil génétique et les bilans d'amylose en cours. Donc, voilà l'activité sur spécifiquement les amyloses. Donc, en termes d'incidence, on se rend vite compte qu'au début, on avait quand même beaucoup plus de TTR mutés, donc c'est le groupe en vert sur la première période, qui va rester relativement stable, un tout petit peu augmenté, mais c'est surtout l'évolution des wild type qui va être très intéressante. On se rend compte qu'en fait, ils deviennent rapidement majoritaires à partir de 2015 et qu'ils dépassent en termes d'incidence largement les autres groupes. Jeter ça. Voilà. Donc, maintenant, on s'intéresse plus spécifiquement aux caractéristiques des patients, donc les AL versus les TTR mutés versus les wild type. Donc, en termes d'âge, bien sûr, les wild type, ils sont plus âgés. C'est quand même beaucoup plus fréquemment des hommes. On a quand même 84,5% d'hommes dans ce groupe-là. Par contre, les AL, c'est les plus symptomatiques, avec 50% de patients qui sont NYHA 3-4. Les canaux carpiens, tout ça, c'est beaucoup plus les TTR. NT-proBNP, troponine, on se rend compte qu'effectivement, dans le groupe quand même AL, ils sont plus élevés, les biomarqueurs sont plus élevés, ce qui sous-tend une cardiopathie plus sévère. Puis voilà, FEVG strain, c'était globalement relativement la même chose. Donc là, sur le groupe plus spécifiquement des AL, je vous ai mis un petit peu les atteintes plus spécifiques, parce que bien sûr, on peut avoir de tout en termes de clinique, mais globalement, c'est plutôt une atteinte cutanéo-muqueuse avec une atteinte vasculaire, le signe un peu connu là, de l'endoscopiste, la macroglossie. Donc le fait que c'est une chaîne légère qui est impliquée. Alors, bien sûr, on a des canaux carpiens chez les AL, mais quand même moins fréquemment. Et donc là, c'est les caractéristiques démographiques. Donc, on mettait toujours à part cette période de 2010 à 2012, pardon, qui est en fait à chaque fois une période un petit peu différente des autres.
on se rend compte en termes de gravité que les patients entre 2010 et 2012, ils sont quand même en général un peu moins graves. Et après, à partir de 2013, on a quand même un profil qui change en termes de gravité, surtout sur les biomarqueurs. Et on voit que sur cette classe d'inclusion-là, entre 2015 et 2016, les patients vont être spécifiquement plus graves. Donc là, c'est l'évolution de la répartition des stades. Donc l'European Staging, c'est la classification des amylosales. Donc c'est une classification qui est assez simple, qui reprend le NT-proBNP et la troponine, donc les deux biomarqueurs. Soit ils sont inférieurs à 332 pour les NT-proBNP, une troponine inférieure à 50, c'est un stade 1. Stade 2, c'est un NT-proBNP ou une troponine supérieure au range que j'ai cité. Et stade 3A, c'est les deux. Et la différence avec le stade 3B, c'est le NT-proBNP qui va être beaucoup plus élevé à 8500 avec une troponine élevée supérieure à 50. Donc, on se rend compte au début, on a plutôt des stades 1 et 2. En fait, on a 20%, 40% de stade 1 et 2 et après 40% de stade 3. Et après, on a quand même beaucoup plus de stade 3 A et B confondus sur le reste des périodes de temps. Ça, c'est l'évolution en termes de FEG et de strain. Donc, toujours la première période à part en termes de FEVG qui sont meilleurs et de strain qui sont meilleurs. Et puis après, ça stagne un petit peu. On a toujours les mêmes caractéristiques FEVG et strain, pas significativement différentes entre les 4 autres périodes. Donc ça, c'est un petit peu pour réexpliquer en termes de thérapeutique. Donc la période qu'on a étudiée, c'est de 2010 à 2020. Donc en gros, on a le protocole VCD initialement avec la dexaméthasone du coup. À partir de 2018, en fait, il y avait une étude qui avait été menée dans le service qui disait que la dexaméthasone était potentiellement en cause dans les morts précoces sur les 6 premiers mois de chimio des patients. Du coup, on avait commencé à faire du séquentiel et même on a fini dans les stades 3, A et B confondus, donc plus mettre de dexaméthasone pour éviter les morts subites. On a prouvé que en fait, ça, de par la rétention hydrosodée, les patients s'aggravaient et finissaient par... ça les aggravait plus que ça ne les améliorait, alors que c'est la thérapeutique de base un peu du myélome. Ensuite, sur la période de 2020, arrive le daratumumab et maintenant, c'est quand même le traitement de référence. Donc, c'est vrai que la cohorte dont je vous parle en termes d'amylosaël, à l'heure actuelle, les choses ont potentiellement changé vu que le daratumumab est devenu une première ligne et qu'initialement, ce n'était pas une première ligne, c'était plutôt deuxième voire troisième ligne. Et là, on arrive à un protocole qui est complètement différent en 2021 et à l'heure actuelle. Donc voilà, nous, on s'est arrêté là. Maintenant, on parle de survie. Alors, c'est là que le bas blesse un petit peu. On s'attendait, on aurait aimé, quand on a vu les données là, avoir quand même une amélioration de la survie sur les différentes périodes. Ce n'était pas le cas. On voit que c'est globalement qu'il n'y a pas de différence entre les groupes et que finalement, les patients, en fonction des périodes d'inclusion, vont avoir une survie qui va être semblable, en fait. Là, on a fait un petit focus sur les amylosales stade 3A et 3B qui sont donc au cours des périodes les patients prépondérants dans notre cohorte. On se rend compte qu'effectivement, en termes de gravité, ils sont différents des autres patients. On a des survies qui sont bien moindres. Là, c'est la première période que je passe parce que finalement, on avait très peu de patients au début et là, on en a beaucoup plus. Et on voit effectivement qui est quand même, ça c'était surtout pour montrer en fait la différence de pronostic entre les 3 et les 3B. C'est pas la même chose d'avoir entre guillemets plus de biomarqueurs quand on est 3A ou B. On va beaucoup plus mourir en termes de quand on est 3B. Donc les amyloses héréditaires, encore un petite iconographie. Donc là, pour le coup, c'est les mutations génétiques. Et initialement, c'était la maladie du pied. C'est pour ça que je vous ai dit cette image-là. C'est plutôt à la base une maladie dans laquelle on rentrait par la neurologie. Et en fait, c'est ce qu'on voit en termes de caractéristiques démographiques. De 2010 à 2012, on a des patients qui sont plutôt jeunes, à 60 ans. Et on voit que la dernière période, ils ont 75 ans en moyenne à l'inclusion.
que c'est globalement en termes, c'est toujours un peu plus des hommes. Le NT-proBNP, la troponine, sur la première période, ils ne sont pas très élevés, beaucoup plus par la suite. Et c'est des patients qui sont initialement hypertrophiés, à 14 mm en moyenne, et puis ils le sont beaucoup plus sur les autres périodes. Voilà. OK. Donc ça, cette dia-là, elle nous montre en fait qu'initialement, c'était plutôt des neurologues. Donc c'est la deuxième colonne qui nous adressait donc les patients sur la première période. Et on voit que cette proportion de patients adressés là, elle va fortement diminuer. Donc ça explique le profil des patients qui initialement est plutôt neurologique. Et après, on a de plus en plus de cardiologues qui nous adressent les patients. Et donc là, c'est les mutations. Donc les mutations des patients sur les différentes périodes. Donc initialement, c'était des Valmet 30. Donc la mutation Valmet 30, quand elle est ce qu'on appelle early onset, c'est une mutation qui est vraiment à caractéristiques neurologiques, des patients qui vont avoir très peu de caractéristiques cardiologiques. Et donc, ça explique les données démographiques qu'on a eues, des patients moins graves sur la première période. Et après, on a beaucoup plus de Val122 isoleucine. C'est la mutation qui est retrouvée dans 3 à 4 % de la population afro-caribéenne. Donc, c'est une population qu'on a beaucoup plus, qu'on avait beaucoup plus dans notre centre. Et finalement, on voit que c'est beaucoup plus eux qui vont être majoritaires à l'inclusion au fur et à mesure des périodes. Et en 2019-2020, ils représentent 84 % des mutations des patients mutés dans notre centre. Donc, ça explique vraiment le shift en termes de profil de patients. Donc, ça explique aussi que les stades de Gilmore, c'est la stadification, ce qu'était l'European Staging à l'AL, le Gilmore, l'état, la TTR. Donc, par contre, c'est pas que des biomarqueurs, c'est NT-proBNP et fonction rénale. Donc, plus on est insuffisant rénal et plus on a du NT-proBNP, plus on est grave. Et en fait, initialement, stade 1, 70%, et on a quand même moins de stade 1 par la suite et beaucoup plus de stade 2 et 3, mais qui reste stable sur les 4 dernières périodes. Donc, c'est vraiment toujours cette première période à part et les 4 dernières périodes relativement semblables. Une autre manière de l'expliquer en termes de FEVG et de strain, première période à part, 4 autres périodes relativement semblables. Et encore une fois, la survie qui n'est pas franchement modifiée entre la première période et les autres périodes. Pas de différence de survie des patients dans le suivi en fonction de la période d'inclusion. On en parlera par la suite. Les amyloses séniles, donc là, on a une maladie du Dupuytren, canal lombaire étroit, un patient sourd, et le canal carpien, les troubles de conduction. Donc ça, c'est un peu la carte de visite de l'amylose sénile. Encore une fois, caractéristiques démographiques. Pour le coup, la première période est toujours un petit peu à part, mais surtout en termes de biomarqueurs. Là, sinon, en termes d'âge et de proportion d'hommes, on est sur la même chose. Et on a l'impression qu'au début, ils vont être un petit peu plus graves en 2013-2014. Et on a l'impression aussi que ça s'améliore sur les 4 dernières périodes. Au début, on a des biomarqueurs qui sont quand même assez élevés à l'inclusion, et après, un petit peu moins. Donc ça, cette figure, comme les autres à chaque fois, donc stade de Gilmore, en termes de biomarqueurs et d'insuffisance rénale, donc de gravité du patient, initialement plutôt moins grave, et puis après 2013-2014, des patients plus graves qui, on a l'impression que ça diminue jusqu'à la dernière période. En termes de FEVG, même constatation. Et en termes de strain, par contre, on s'est rendu compte que les classifications de strain, là, pour les amyloses séniles, qu'on avait choisies pour toute la population, en fait, elles n'étaient pas applicables, parce que en fait, les patients âgés n'avaient pas qu'une amylose, c'était des patients qui avaient déjà vécu 80 ans avec une altération du strain qui n'était pas seulement due à l'amylose, mais aussi potentiellement en fait, à l'HTA, le diabète et d'autres comorbidités. En fait. L'évolution de la survie, pareil, pas énormément d'amélioration de survie.
Par contre, quand on prend une loupe et qu'on regarde les 3 dernières périodes, on a l'impression quand même que ça augmente. 2015-2016 et 2019-2020, on a l'impression qu'il y a une meilleure survie. C'est des tendances plutôt. Donc maintenant, la discussion, pourquoi on a une augmentation de l'effectif? On a quand même une augmentation de 3,6 fois d'effectifs entre la première et la dernière période. En fait, parce qu'on a un meilleur dépistage. C'est une maladie, en 2010, on en parlait quand même beaucoup moins qu'en 2020. L'apparition sur le marché de traitements efficaces et la prévalence plus importante démontrée dans la population, tout ça, ça explique l'intérêt grandissant des médecins et donc le meilleur diagnostic. On a une évolution des technologies, une augmentation de l'accès et on a simplifié quand même de beaucoup le diagnostic de la transthyrétine avec l'algorithme senti positif, gamma-pathie négatif, pas besoin de preuve histologique. Donc ça va plus vite, c'est plus simple. Surtout sur des patients âgés, c'est vrai qu'on aime quand même ne pas aller à la biopsie. L'amylose est devenue beaucoup plus visible, on en parle dans les congrès, dans la littérature médicale. Il y a des vidéos, il y a des journées dédiées. Et puis à Mondor spécifiquement, donc c'était le diapo de ma thèse, donc il y avait quand même une consultation qu'ils appelaient SOS Amylose qui était mise en place. On avait une boîte mail à laquelle les médecins nous adressaient leurs patients et puis on les programmait sur des plages de consultation. Il y en avait une voire deux par jour. Donc ça permettait de voir quand même un gros volume de patients et un bip sur lequel les différents praticiens pouvaient nous appeler de manière à ce qu'on réponde à toutes les questions possibles. Et donc, ce que je vous avais dit par rapport à l'infléchissement de la courbe sur les dernières périodes, c'est l'impact du Covid, probablement. Alors, pas de preuves, mais c'est c'est un peu l'explication qu'on a apportée à cette diminution-là. Donc maintenant, les questions qui fâchent. Pourquoi l'absence d'amélioration pronostique des amyloses à L? Déjà, vous avez vu le changement de profil de patient entre la première période et les autres périodes. Donc déjà, ça explique une partie. Les patients sont pris en charge trop tard parce qu'effectivement, quand on est stade 3B, vous avez vu la modification du pronostic qu'on va avoir. Donc on a des stades qui sont trop avancés. Ce qui va faire que le pronostic des AL3B est si grave, c'est que les thérapeutiques hématologiques, même si elles sont efficaces, même si on aboutit à une réponse hématologique, ça ne veut pas dire qu'on aura une réponse d'organe. Donc, quand bien même on a des traitements et si on continue à l'étude, on verrait probablement un changement en termes de réponse hématologique, mais par contre, en termes de réponse d'organe, on n'est pas certain qu'on aurait vraiment une amélioration. À Mondor, on mettait énormément de DAI, on anticoagule les patients, on traite l'insuffisance cardiaque et pourtant, pas énormément d'amélioration. C'est comme je vous le dis, je pense qu'on arrive trop tard et aussi qu'on n'a pas encore le recul sur les thérapeutiques, donc avec le Darasukut et les patients sous vénétoclax, donc avec les autres thérapeutiques hématologiques plus récentes. Et encore aussi la limite, on n'a pas d'analyse multivariée sur les différentes comorbidités des patients. Pourquoi l'absence d'amélioration de pronostic des TTR mutés? On expliquait ça par le changement de profil du patient. On n'avait pas énormément de recul sur les traitements stabilisateurs parce qu'en fait, le tafamidis, il arrive quand même assez tard dans la cohorte, il n'est pas là tout de suite. Il est là à partir en gros, il commence à l'utiliser en 2015, mais la RTU, c'était 2018, vraiment sur la fin. Encore une fois, pas d'analyse des comorbidités dans mon étude. Et éventuellement, comme on le sait, l'amylose, plus on la prend en charge tôt, mieux on la traite. L'axe d'amélioration, c'est le dépistage des apparentés, le testing génétique, qui est encore très difficile parce que pas très accepté par les familles, pas toujours. Ils n'en voient pas forcément, malgré les explications, ils n'en voient pas forcément l'avantage. Et puis après, on a aussi des familles qui sont entre guillemets éclatées sur le territoire, sur différents pays, et ça ne favorise pas forcément ce testing génétique. Puis les familles qui ne se portent pas aussi. Et pourquoi l'absence d'amélioration pronostic des ATTR wild type? Alors là, c'est plus difficile, c'est une population qui est âgée. Donc déjà, quand on a une population de patients de 80 ans, avoir une amélioration pronostique, c'est plus difficile. Ça impliquerait encore d'autres traitements, d'autres thérapeutiques.
Même chose que sur les TTR mutés, donc pas de recul sur les traitements stabilisateurs. Bien sûr, ça serait intéressant de poursuivre le suivi. Donc ça, c'est inhérent à une cohorte entre 2010 et 2020, et puis les analyses multivariées sur les comorbidités. Donc les axes d'amélioration, ça serait quand même réduire l'errance diagnostique. Dans certaines études, on montre que c'est jusqu'à 4 ans d'errance diagnostique pour la plupart des patients. Les signes précurseurs des amyloses AL, c'est en général 11 mois avant le diagnostic. 11 mois, c'est énorme sur une pathologie qui peut évoluer pas mal de patients quand même en 6 mois, avec un pronostic extrêmement sévère. Ça, c'est l'axe principal, très difficile. Poursuivre les actions de sensibilisation et de formation, ça, c'est clairement fait. Je pense qu'on en entend toujours plus parler. Il y a les cardiologues, mais il n'y a pas que nous, parce qu'effectivement, comme c'est une maladie systémique, qui ne rentre pas forcément dans l'amylose par le biais cardiologique, et ça serait d'ailleurs par là que ça serait plus simple d'arriver. Si on n'avait pas des patients aussi malades du cœur, on pourrait peut-être les améliorer sur ce sujet-là. Encore une fois, favoriser le dépistage des apparentés. Et puis, on commence à en parler à l'ESC, on en parle, il y a des recommandations qui sortent. Donc ça, c'est... moi, ma thèse, je l'avais fait en 2021, donc voilà. Mais ça commence à arriver pour les recommandations générales. Donc, en conclusion, on a une augmentation importante de l'activité du centre de référence. On n'a pas d'amélioration de pronostic pour les AL, mais pas non plus énormément d'aggravation. Donc, on peut être un tout petit peu malhonnête et dire que c'est déjà pas si mal. Les ATTR mutés qui switchent d'un phénotype plutôt neurologique vers un phénotype vraiment cardiologique avec un changement de mutation que l'on constate, les patients plus graves et pas d'aggravation pronostique pour autant, et les TTR wild type avec une augmentation pour le coup très importante de leur dépistage et de leur poids dans le centre, clairement majoritaire à l'heure actuelle, sans amélioration significative de leur pronostic, mais avec une tendance. Voilà.